Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous, très heureux pour vous retrouver. Nous sommes le lundi 7 janvier 2019. Alors je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente année 2019, hein, remplie de prospérité, pardon, et puis surtout de garder une santé optimale. Euh, donc voilà, puisque vous savez que j'étais absent la semaine dernière, donc c'est l'occasion de vous présenter mes vœux. Voilà, donc nous allons commencer tout de suite, sans plus attendre, par le plus important, c'est-à-dire l'avertissement égal sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG faut nécessairement un service d'exécution d'ordre. Cette tentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, bonjour à vous François, j'espère que vous allez bien. Loïc que je salue également. Bonne année. Eh bien écoutez, merci Loïc. Alors Raymond, bonjour à vous. Bonne et heureuse année. Eh bien écoutez, de même, voilà, je vous souhaite une excellente année 2019. Voilà, Brigitte, bonjour. Jonas, bonjour. Son image, ok, c'est parfait. Merci beaucoup. Voici le résumé de la séance américaine. Donc hier, enfin vendredi plutôt, on a eu un important rebond des marchés actions. On a même eu une correction plus importante que le petit crack qu'on avait eu jeudi après un flash crash. Rappelez-vous sur le yen. Donc rebond important des marchés actions américains vendredi, ni plus ni moins dans le sillage. Et bien déjà des mesures accommodantes, nouvelles mesures accommodantes de la BPC, de la Banque populaire de Chine, qui a baissé son taux pour donner plus de crédit, pour allouer plus de crédit aux petites et moyennes entreprises chinoises. Euh, Deuxième point, on a eu des bons chiffres américains de l'emploi. On a eu un FP, il me semble, à 322 000 contre 186 000 attendus. Donc quelque chose comme cela. Et ensuite, nous avons eu surtout bien Jérôme Powell qui était plutôt prudent. Donc la Fed qui est dans un exercice dans un niveau un niveau de timing très délicat puisque la Fed ne peut pas se permettre d'être trop quiche parce qu'on l'a vu ce que ça faisait ces derniers mois. C'était trop quiche, et bien le marché était inquiet tout simplement et bien déjà de l'aplatissement de la courbe des taux et était forcément inquiet des résultats des entreprises. Parce que vous savez que quand il y a un cycle de resserrement monétaire, de durcissement, ça consiste à diminuer la liquidité sur les marchés. Donc déjà, il y a moins de demandeurs forcément. Si on baisse la liquidité, il y a moins de demandes. Et du coup, est-ce que ça justifie le prix actuel? Eh bien, voilà, c'est remis en question. Et en plus, eh bien, dès que la Fed remonte ses taux, eh bien, on a des conditions de crédit qui se durcissent, hein. Les entreprises empruntent à des coûts plus élevés. Donc voilà, ça impacte, c'est synonyme, voilà, d'impacter les bénéfices. Maintenant, la Fed ne peut pas devenir ultra dovish. Pourquoi? Parce que sinon, ça serait inquiétant. Imaginez que demain, la Fed baisse ses taux. Ça veut dire que la Fed anticipe que l'économie américaine va plonger. Vous voyez, donc elle est dans un exercice où le marché va être le baromètre et la Fed devrait se caler ou en tout cas tenter de surveiller finalement le marché pour ensuite adapter sa politique monétaire. Jérôme Powell a réitéré ses propos comme quoi eh bien, la Fed allait prendre son temps cette année pour remonter ses taux. Du coup, la probabilité d'un statu quo de la Fed d'ici juin est passée de 46% il y a un mois à 90% actuellement. Donc il y a 90% de probabilité d'un statu quo de la Fed jusqu'à au moins juin 2019. Donc 6 mois où pour le moment le marché n'anticipe aucune hausse des taux. Et donc voilà, donc c'est un petit peu le wait and see. Nous allons voir. On aura quelques discours de membres de la Fed cette semaine. On aura Jérôme Powell demain également. Donc voilà, ça sera important à suivre. Voilà, donc important rebond des marchés actions vendredi, des marchés actions américains. Du coup, cette nuit en Asie, eh bien, on a eu un rebond également, on a eu une hausse. Le Nikkei qui a gagné 2,44%, le MSCI Emerging Market qui prend 1,13%, l'or qui prend 0,46%. Alors l'or qui est un parfait allié en ce moment pour les portefeuilles. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a le dollar qui est pénalisé par le ton prudent de la Fed, enfin de Jérôme Powell. Et dans le même temps, on a un VIX, on a une volatilité qui est quand même assez élevée. Un VIX qui est quand même à 21,38. Alors c'est beaucoup moins que ce qu'on avait connu il y a quelques semaines, mais ça reste quand même au-dessus de 20. Et au-dessus de 20 un VIX, on considère que on a quand même un marché, des investisseurs qui sont inquiets
Et donc voilà, le gold c'est parfait, ainsi que les taux longs, puisque ces deux produits, les taux longs, enfin surtout les taux longs, eh bien sont des produits qui sont peu volatiles et qui permettent de du coup se couvrir de la volatilité. Vous voyez, ça permet aux gérants de portefeuille de diminuer les drawdowns, vous savez, les chutes qu'on a sur les marchés à actions. Donc voilà, dès qu'on a une volatilité plus importante, le marché se couvre. Il se couvre sur des produits qui sont du coup pas volatiles, comme plus on va chercher des taux longs, vous savez, des rendements à long terme, des obligations à long terme, et plus généralement, hein, bien, je parle bien, et moins il y a de volatilité, pardon. Et l'or, bon, ça reste quand même un peu plus volatile que les taux longs, mais c'est quand même un produit qui n'a rien à voir avec des marchés actions, d'accord. Donc l'or, c'est un parfait, enfin c'est un parfait, c'est un bon actif pour ces gérants de portefeuille dans ce contexte où on a un dollar, une hausse du dollar qui est clairement remise en cause, et en plus on a une volatilité, on a des marchés actions qui sont sous pression. Donc l'or et d'ailleurs on le voit, il a mis 290 là ces dernières heures, donc il a quand même bien progressé. Il a pris 100 $ en l'espace de 2-3 mois, je pense. Voilà. Ensuite, on a le yen qui progresse 0,15%, qui même surperforme les marchés ce matin. Alors pas parce qu'on a de la version pour risque, on a plutôt l'appétit, mais bon. Voilà, on a le yen qui surperforme en tout cas, le Nikkei et donc le MSCI qui progresse. Voilà, donc bonjour à tous ceux qui viennent nous rejoindre. Merci pour vos vœux, hein, que je suis en train de lire. Merci beaucoup. Voilà, bonjour à tous. Voilà, la santé, une bonne santé, etc. Euh, Tout à fait. Donc au niveau du calendrier économique, quelques indicateurs aujourd'hui, l'IPC allemand, la balance commerciale des États-Unis, mais concrètement, alors attendez, je pense pas que j'ai actualisé le calendrier. Alors pourtant, je pensais l'avoir fait. On va regarder directement sur le site, comme ça. Voilà, non, donc j'avais pas actualisé, excusez-moi. Donc vente au détail allemand, donc 8 heures, donc ça c'est ressorti 1,1%. Voilà, donc des ventes au détail plutôt bonnes. Maintenant, les commandes d'usines allemandes ont quand même fortement baissé, hein, 4,3% sur un rythme annuel en novembre, alors que le marché a anticipé 2,7, moins 2,7, pardon. Euh, Prochain rendez-vous, les ventes au détail de la zone euro à 11 heures. Ventes au détail de la zone euro, il y a des chances que le marché soit surpris positivement, parce que si les ventes au détail en Allemagne ont fortement, vous voyez, dépassé les attentes, eh bien, il y a des fortes chances qu'on dépasse les 0,4. À mon avis, on sera plutôt vers les 0,9 voire 1%. Et ensuite, indice PMI non manufacturier de l'ISM, donc aux États-Unis. Donc voilà, 11 heures et 16 heures, c'est les deux prochains rendez-vous macro. À savoir que à partir d'aujourd'hui, nous avons une délégation américaine qui se rend à Pékin pour discuter, hein, vous savez, des relations commerciales. Et donc, ça sera également quelque chose à suivre. Bien évidemment, il n'y a pas d'heure, hein, il n'y a pas d'heure sur lequel nous pouvons nous attendre à la volatilité, mais voilà, c'est quelque chose qui, dans le fond, sera important à suivre. Alors, je vous fais voir un petit graphique. C'est la force relative entre le VIX et le VIX à 3 mois. Parce que vous savez que le VIX classique, c'est le VIX sur 3 semaines. Et 3 semaines ou un mois, je me souviens plus. Alors, bon, de toute façon, c'est pas très important. Le VIX classique, c'est sur 3 semaines ou un mois. Et le VIX 3 mois, bien écoutez, c'est sur 3 mois. Donc, en fait, cette force relative, elle est assez intéressante parce que dès qu'on a une force relative qui est au-dessus de 1, c'est-à-dire que le marché s'attend à plus de volatilité à court terme enfin, sur les 30 prochains jours. Alors oui, c'est sur les 30 prochains jours, pardon, le VIX classique. C'est pas sur 3 semaines, c'est sur 30 prochains jours. Donc, c'est-à-dire que les investisseurs se couvrent davantage sur le VIX un mois que sur le VIX 3 mois. Or, de manière générale, eh bien, les investisseurs, plus, vous savez, c'est la base dans les marchés financiers, même finalement dans tout, plus on va investir sur du long terme et plus il y a de risques. D'accord. Donc normalement, cette force relative doit être en dessous de 1 dans les temps, dans les périodes où on est où voilà, il n'y a pas vraiment de risque à court terme. Donc cette force relative, elle est assez intéressante parce que si on est au-dessus de 1, c'est-à-dire que le marché se couvre beaucoup plus à court terme, enfin sur du court terme que sur du long terme. Et à l'inverse, dès qu'on a ce VIX, enfin cette force relative qui est en dessous de 1, ça veut dire que
finalement, on retrouve comment dire, un environnement de marché qui est normal, c'est-à-dire que eh bien, les investisseurs sont censés être beaucoup plus optimistes sur du court terme que sur du moyen long terme. Voilà. Donc, et il y a même le VIX 1 an qu'on pourrait faire. Hein. Alors, on peut regarder peut-être VIX 1 an. Alors, VIX 1 an, VIX 1 an. Voilà, VIX, vous voyez, CBOE One Year Volatility Index. Donc, il y a le 3 mois, alors il y a le 9 jours, 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc, c'est VIX 1Y. VIX 1Y en dessous de 1. Donc vous voyez, c'est-à-dire que finalement, le marché, enfin les investisseurs se couvraient d'anticiper beaucoup plus de volatilité à court terme que sur du long terme. Donc ça, c'est une information particulièrement intéressante. Et d'ailleurs, si on regarde le VIX, simplement le VIX tout seul, regardez la résistance qui a été atteinte. Alors je ne sais pas pourquoi on ne la voit pas ici. Regardez la résistance à 36, résistance du flash crash de février. On est en baisse. On est en baisse depuis cette résistance. Donc là, on revient près de 20 et le prochain support, c'est 16 et quelques. Donc voilà, on a un regain d'appétit pour le risque. Ce que nous montre la baisse du VIX, c'est un regain d'appétit pour le risque, c'est-à-dire que le marché se couvre, se délaisse du VIX. Et donc, c'est bénéfique pour les marchés actions finalement. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de la baisse du S&P 500. On peut avoir une nouvelle baisse, d'accord? C'est simplement dire qu'à court terme, on a un regain d'appétit pour le risque. Et d'ailleurs, si on regarde le yen, regardez le yen qui avait, bon là c'était un problème de liquidité a priori, ce flash crash. Hein. Vous voyez qu'il est en baisse depuis ce flash crash. Et regardez d'un point de vue du RSI, on a une divergence baissière. Donc ça c'est assez intéressant. En plus cette divergence elle a été confirmée puisque vous voyez que ce support de momentum a été dépassé vendredi. Donc on a une divergence qui est exploitable, une divergence baissière. Donc moi personnellement je m'attends, enfin ça vient converger avec la baisse du VIX. Baisse du VIX, on commence à avoir une baisse du yen, c'est bon pour l'appétit, pour le risque. Et en plus de cela, l'AUD, regardez l'AUD index, c'est tout l'inverse. L'AUD index, donc on a eu le flash crash. Vous savez que l'AUD, c'est presque le miroir du yen. L'AUD, le yen, c'est la devise refuge. L'AUD, c'est la devise d'appétit pour le risque. C'est pour ça que quand on trade l'AUD yen, c'est trader finalement la psychologie, c'est vraiment l'une des paires la plus volatile. Parmi les mineurs, hein, pas les exotiques, hein, bien évidemment. Mais l'AUD-yen, c'est vraiment une paire extrêmement suivie, puisque quand on a une AUD-yen, une paire AUD-yen qui est dans une tendance haussière, on est dans un contexte global où on a de l'appétit pour le risque. Alors que quand l'AUD-yen est dans une tendance baissière, on est dans un contexte où le marché, les investisseurs sont inquiets sur le plan mondial, d'un point de vue économique, bien évidemment. Donc l'AUD, c'est tout l'inverse. On a une divergence haussière qui a été validée également vendredi, tout comme le CAD. CAD, grosse divergence. Ça y est, on a un RSI journalier à un plus haut qui est à 63 actuellement. Alors peut-être en hebdo, on a même une divergence. Non, on n'a pas de divergence en hebdo. Vous pouvez voir qu'en hebdo, on a quand même un RSI au plus haut depuis 40, enfin à 40, pardon. Donc voilà, rebond du CAD, rebond de l'AUD, le yen qui commence à montrer des signes de faiblesse, ce qui est cohérent puisque le VIX est en baisse. Donc voilà. L'euro, pas vraiment de tendance, vous voyez, pour le moment. Le GBP, c'est pareil. Alors, je vous rappelle que le vote du Brexit aura lieu lundi ou mardi de la semaine prochaine. Le franc suisse, qui avait bien rebondi, eh bien, est en baisse, ce qui est également cohérent si vous savez que le franc suisse est une devise refuge, donc baisse du yen, baisse du franc. Le 10 ans US, c'est ça que je vous avais quitté vendredi il y a 2 semaines. Vendredi il y a 2 semaines, je vous avais fait voir le 10 ans US qui était sur support. Ah, il a brisé ce support, pardon. Brisé ce support, donc on a un rebond. Hausse du rendement à 10 ans, c'est bon pour l'appétit pour le risque. Baisse du rendement, c'est mauvais. Donc ce 10 ans US est en hausse, c'est également bon pour l'appétit pour le risque. Et donc mauvais pour l'aversion. Donc voilà, je pense que la UD c'est une paire qui me semble assez intéressante. Vous voyez, la UD on a quelque chose d'assez sympathique.
Et donc là, on a une capitulation, on rebondit. Moi, personnellement, je pense que c'est possible qu'on ait un retour à 80 de la UD Yen. Voilà. Mes arguments pèsent du VIX. VIX à court terme qui redevient inférieur au VIX de moyen ou long terme, hein, VIX de 3 mois ou VIX de 1 an. Ensuite, on a le yen qui est en baisse. On a on a le 10 ans US qui rebondit. Voilà, c'est des facteurs qui sont positifs pour la UD-Yen. En plus de cela, on a une délégation américaine qui est à Pékin et on peut pourquoi pas s'attendre à une avancée en tout cas positive, hein, bien évidemment, des discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine, et ce qui profiterait énormément à la UD-Yen. La UD-Yen serait la paire probablement qui profiterait le plus d'un accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Voilà, donc AUD Yen, je pense que le risque-reward ratio, il est en faveur d'une hausse. Donc premier objectif, c'est ce plus bas, vous voyez, vers 79, pardon, et ensuite viendra 80, puis 82, etc., etc. Voilà, donc ça c'était une parenthèse puisque je sais que vous préférez que je commence par les indices. Donc voilà, je vais commencer par les indices. Je vais faire un tour de tous les indices parce que ça fait un petit moment que je les ai pas fait, hein, puisque j'étais absent la semaine dernière. Voilà, je pense que ça vaut la peine. Donc S&P 500 qui est revenu à 2530. 2530, vous savez que c'est un niveau de résistance très important parce que c'était le plus bas du flash crash, rappelez-vous. Donc là on a le breakout, le pullback. Maintenant, ça va être qui tout double. Soit on a une poursuite de la hausse, ce qui est pour le moment favorisé puisqu'on a un VIX en baisse, on a un ratio VIX 3 mois ou VIX 1 an qui est également en baisse et sous 1 dorénavant. On a une baisse du yen, on a un rebond de l'USD, donc pour le moment, je dirais qu'il y a beaucoup d'arguments en faveur d'une poursuite du rebond. Maintenant, voilà, on peut très bien avoir des prises de bénéfices à 2530 puisque c'est quand même une résistance très importante. Donc voilà, pour le moment, on n'a pas de signaux baissiers sur le VIX, sur le S&P. Donc je vois pas pourquoi il faudrait shorter maintenant le S&P. Par contre, si on commence à avoir des signaux baissiers et que le VIX commence à repartir à la hausse, que le yen également, là par contre, le S&P, il va falloir s'intéresser à le shorter. Mais pour le moment, moi ce que je vois, alors c'est oui une tendance baissière depuis 3 mois, mais là on a un rebond et je vois pas pourquoi on shorterait maintenant. Vous voyez, on peut refaire comme ce qu'on a fait eh bien finalement la semaine dernière, c'est-à-dire on est venu frôler les 2530, oui voilà, frôler les 2530, on a baissé pendant quelques jours et ensuite on a une nouvelle hausse. Donc là c'est un peu pareil, on peut avoir une petite baisse, revenir à 2500, vous voyez, et ensuite repartir en hausse jusqu'à 2006. Donc voilà, à court terme, je ne suis pas baissier. Maintenant voilà, je ne dis pas qu'il faut payer le S&P jusqu'à 2009. Je pense que déjà d'un point de vue ratio risque rendement, si vous le payez maintenant, et si vous mettez, vous voyez, un stop 100 points, 2900, et bon, ça fait un ratio risque rendement positif, mais bon, ça me semble assez risqué. Euh, à court terme, personnellement, je pense que le S&P a des chances de revenir chercher les 2600 à court ou moyen terme. À long terme, pour le moment, on n'a pas de signaux véritablement positifs, hein. On a une Fed qui est voilà, qui est un peu piégée, on va dire. On a une courbe des taux, faut pas oublier la courbe des taux qui est relativement basse. Et il me semble qu'elle s'est inversée pendant le flash crash. Alors regardons cela. Voilà, courbe des taux à 16 points de base. Et vous voyez qu'on est venu à 0,085. Donc on est venu frôler hein, l'inversement de la courbe des taux. Mais bon, de toute façon, ça risque d'être une chose faite, hein. Il me semble que c'est jamais arrivé que la courbe des taux, on va dire, frôle l'inversement et qu'ensuite, vous voyez, se repentifie. Généralement, quand on a une tendance baissière comme celle-ci sur la courbe des taux, eh bien, enfin entre l'écart entre le 10 ans et le 2 ans, généralement, c'est qu'on va avoir l'inversion. Là, c'est une question finalement de semaines ou de mois. Mais de toute façon, vous savez que même si on n'a pas d'inversion, dès qu'on est en dessous de 10 points de base de différence entre le 10 ans et le 2 ans US, on a une probabilité d'une récession assez importante. J'avais fait une étude là-dessus que j'avais tweeté, donc je vous invite à regarder mon compte Twitter pour voir la probabilité. Mais voilà, j'ai plus les chiffres en tête, donc je vais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, on a une probabilité quand même assez importante d'une récession d'ici 1 an si la courbe des taux reste sous les 20, voire même les 10 points de base.
Il n'y a pas forcément besoin d'attendre l'inversement de la courbe des taux pour qu'il y ait une récession qui arrive. Ça va juste augmenter cette probabilité. François qui me dit AUD Yen 78, alors oui, hein, mais je vais y venir juste après. Donc S&P, plutôt aussi à court terme, en raison du VIX hein, qui est baissier et de la force relative VIX 3 mois ou VIX 1 an qui sont également baissières. Le Dow Jones, pareil, vous voyez ce plus bas du flash crash dépassé, ce plus bas d'avril dépassé. Donc là, la prochaine résistance, moi que je constate, c'est les 24 120 points. Ça me semble possible qu'on a cherché ce niveau de prix. Le Nasdaq, voilà, le Nasdaq, c'est l'indice tech. Finalement, qu'est-ce qui tient Wall Street actuellement? Enfin, qu'est-ce qui a tenu Wall Street ces dernières années? C'est les techs. Les techs, c'est eux qui ont le plus, qui ont été le moteur de Wall Street et même finalement du monde entier. D'accord? Donc le Nasdaq, c'est pas forcément l'indice le plus important, mais disons qu'après le S&P, c'est probablement le plus important. Le Dow Jones, son but était de refléter l'économie américaine, ne reflète plus réellement l'économie américaine. Donc voilà. Donc le Nasdaq, c'est vraiment un indice très très important. C'est comme un indicateur du S&P. C'est-à-dire que si on a un breakout du S&P mais qu'on l'a pas du Nasdaq, eh bien ça vient remettre un petit peu en cause ce breakout du S&P. Et à l'inverse, si on a un breakout du Nasdaq mais pas du S&P, eh bien là c'est pareil, ça vient un petit peu compromettre le signal du Nasdaq. Donc le Nasdaq et le S&P sont pour moi réellement complémentaires, donc pour l'analyse hein, bien évidemment de swing trading. Donc voilà, S&P, Nasdaq qui réintègre ses plus bas du flash crash, ce qui n'est pas encore le cas du S&P, mais ça montre bien que les techs, ça y est, se remettent, voilà, se reprennent. Alors je ne dis pas qu'on va avoir un retour à 7690 points, mais voilà, déjà, vous voyez qu'on peut revenir vers les 6006, voire même 7000 points à la rigueur. 7000 points après, attention. Ne soyons pas trop optimistes non plus. Pour le moment, on n'a pas d'argument qui justifierait un bull market. Quels sont les arguments qui justifient un bull market? Alors c'est pas la Fed, parce qu'encore une fois la Fed, elle est, elle est un peu dans un piège. Elle peut pas être hawkish, elle peut pas être trop hawkish parce qu'on l'a vu ce que ça faisait hein, ces derniers mois. Et elle ne peut pas être trop dovish puisque ça inquiéterait les investisseurs. Elle doit être vraiment voilà, hawkish, mais avec un rythme de hausse des taux relativement faible. Mais même cela, finalement, je vais faire une étude, mais il me semble voilà, après, il faut que je fasse l'étude. Mais il me semble que dès qu'on avait la Fed qui ralentissait son rythme de hausse des taux, ça précédait de toute façon un crack dans les mois à venir. D'accord. Mais bon, je vais faire une étude là-dessus pour pas, ouais, pour avoir des chiffres, pour mettre des chiffres, pour pas vous dire des bêtises. Mais il me semble visuellement, si je compare le cycle de resserrement des taux et le S&P 500, eh bien, il me semble que justement ces ralentissements de hausse des taux, voire même quand la Fed arrêtait de remonter ses taux, le S&P, quelques temps après, commençait une purge importante. Voilà. Bref, donc Nasdaq, encore une petite hausse. Maintenant, est-ce qu'on va avoir un rebond, un bull market? La réponse pour moi, c'est non. Non, je pense pas qu'on aura de bull market. Voilà, les facteurs, la situation microéconomique s'est clairement dégradée. On voit que les perspectives 2019 de la plupart des entreprises, les perspectives ont été revues à la baisse. Vous avez vu Apple hein, la semaine dernière. Apple a revu à la baisse ses prévisions de vente. Ça a fait vraiment une secousse sur les marchés. D'ailleurs, Apple qui n'est plus la première capitalisation boursière au monde. Hein. Elle est derrière Microsoft et Google, il me semble. Donc voilà. Grosse secousse. De plus en plus d'entreprises revoient à la baisse leurs perspectives de 2019, principalement en raison du ralentissement de l'économie mondiale. Pourquoi on a un ralentissement de l'économie mondiale? Parce que on a des sources d'incertitude, le Brexit, la guerre commerciale sino-américaine. Ce sont les deux plus gros facteurs d'inquiétude. Si on a ces deux facteurs qui sont résolus, les investisseurs vont revenir, vont investir à nouveau, puisque vous savez que quand on a des troubles, quand on a des situations politiques qui sont un peu troubles, eh bien en tant qu'investisseur, vous n'allez pas investir, vous allez attendre que la situation s'améliore. Eh bien c'est pour ça qu'on a un ralentissement de l'économie mondiale, c'est parce qu'on a des incertitudes, donc les investisseurs attendent qu'ils y voient un petit peu plus clair, et donc c'est pour ça qu'on a un ralentissement.
Donc si demain on a un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, à mon avis c'est pas demain que ce sera signé, hein. Je pense pas qu'il faut être naïf. Je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Et bien si ça prend beaucoup de temps, c'est-à-dire que le marché va être sous pression beaucoup de temps. Voilà, je vais accélérer le rythme. Au niveau du DAX, donc le DAX, on a fait un plus bas, donc c'était en décembre, vous voyez, finalement le surlendemain de Noël, on avait fait le plus bas, donc c'était à 20 258. C'est pas encore on n'a pas encore atteint l'objectif de l'épaule tête-épaule. L'objectif de l'épaule tête-épaule est théoriquement à 9 849, à peu près 10 000 points, voilà. Donc là, on a un rebond. Bien évidemment, le DAX va continuer à rebondir tant que le S&P et que le Nasdaq rebondiront également. Maintenant, voilà, je ne pense pas qu'on a fait le point bas sur le DAX. Là, on est à un niveau de résistance, 10 880. 10 180, c'est un niveau de résistance. Viendra ensuite les 11 000 points. Je pense que 11 000, c'est un excellent niveau de prix à s'intéresser pour shorter bien évidemment le DAX. Donc c'est à surveiller de très près les 11 000 points. Mais pour le moment, la tendance a été haussière. Vous voyez qu'en une heure, c'est haussier. Voilà, on a eu un gap haussier. Bon là, on le comble. Alors regardons un petit peu ce qu'on a d'un point de vue de chartisme. Alors, je crois voir une épaule tête-épaule. Alors, une pseudo épaule tête-épaule. Regardez un petit peu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. La voici. Donc, l'épaule, la tête, l'épaule. En tout cas, dans l'esprit, on a, c'est pas très très clair, mais dans l'esprit, on en a une, vous voyez, épaule, tête, épaule. Ce qui donnerait un objectif théorique. Puisqu'on a eu la cassure de la ligne de coup, un objectif théorique à 11 100 points. Donc potentiel haussier jusqu'à 11 100. Maintenant, ça ne change en rien l'analyse de fond. Vous voyez l'analyse de fond qui est très bien illustrée par cette oblique baissière. Eh bien voilà, la tendance elle est vraiment baissière et elle s'est accentuée cette tendance baissière à ce moment-là. Vous voyez, on a une oblique qui vient chercher les points hauts, les sommets à part ceux du 30 novembre, mais concrètement on a une oblique baissière, donc c'est possible, je pense qu'on a cherché cette oblique. Maintenant, voilà, pour vraiment avoir un rebond majeur des marchés actions, il faut soit qu'on ait un accord sur le Brexit, que ce soit validé par le Parlement britannique, enfin bref, on a le temps, ou faut qu'on ait un accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Est-ce qu'on va en avoir un prochainement? Je pense que c'est peu probable, mais bon, voilà. Après, personne n'a la réponse. Philippe, alors bonjour pour votre RSI mensuel cash Gin fin d'année, pardon, au-dessus de 50, c'est hog pour le up possible. Alors oui, c'est hog pour le up possible. Peut-on avoir une chute du footy et une hausse des autres indices? Alors oui, c'est c'est peu probable. C'est peu probable qu'on ait une chute du footy et une hausse des autres indices. Le footy, c'est un indice boursier, d'accord? Ça montre, c'est un indice comme tous les autres indices boursiers qui est sujet à l'appétit ou l'aversion pour le risque. Si on a une baisse du footy, alors on peut avoir une baisse intraday, hein, mais là vous m'avez dit une chute du footy. Si on a une chute du footy, si on a un sell-off, ça aura également lieu en Europe. Peut-être un petit peu moins aux États-Unis, mais ça aura également lieu en Europe. Si on a un sell-off sur le footy, on aura un sell-off sur le CAC. Alors bien évidemment un petit peu moindre, mais on aura quand même un sell-off sur le CAC ou sur le DAX ou sur les autres indices européens. Et même on aura vraiment une baisse sur les futurs américains. Donc une tendance baissière de long terme sur le FTSE et une tendance haussière de long terme sur le CAC, c'est peu probable. C'est rarement vu. C'est très 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 rarement vu. Donc en termes de probabilité, je vous dirais que non, ce n'est pas possible. Après, oui, il y a une infime probabilité que ça se fasse. Mais voilà, en termes de probabilité, c'est peu vu, hein. Généralement, les indices, ils évoluent de la même façon, d'accord. Après, ils ont leur amplitude, ils ont leurs caractéristiques, d'accord, leur volatilité qui leur sont propres, pardon. Mais leur tendance de moyen long terme, si vous regardez, si vous superposez, que ce soit le S&P, que ce soit le CAC, enfin surtout le CAC, DAX, FTSE, CAC, DAX, FTSE, c'est les mêmes, hein. C'est exactement les mêmes. Après le DAX, c'est un petit peu différent parce que vous savez que le DAX, dans le prix du DAX, il y a les dividendes qui sont réinvestis, ce qui n'est pas le cas du FTSE ni du CAC 40. Mais globalement, même si vous les superposez, on a une tendance qui est similaire. Donc non, moi je vous dirais que
chute du FTSE, hausse des autres indices, me semble peu probable. Maintenant, chute du FTSE et légère baisse des autres indices, oui, ça me semble beaucoup plus probable. Donc DAX, je pense qu'on a une chance qu'on entame une hausse, une poursuite de la hausse à court terme. Déjà 10 900 me semble possible, puis les 11 000 points. Encore une fois, les baromètres, ça va être quoi? Ça va être le VIX. Il faut faire extrêmement attention à ce que fait le VIX. Si on a d'un seul coup un rebond du VIX, ça sera mauvais. D'ailleurs, on va regarder un petit peu notre fameux disparity index du VIX. VIX, disparity. Disparity index. Donc vous voyez que on a eu vraiment un signal assez bon. Donc c'était le 26 décembre. Eh bien c'est celui que je vous avais communiqué. Rappelez-vous, 26 décembre, j'avais dit que de toute façon, moi cette stratégie, peu importe où on est le S&P, qu'il soit à 500 ou qu'il soit à 10 000, cette stratégie du disparity a fait ses preuves. Et donc voilà, peu importe la situation politique dans laquelle nous sommes, dans la situation économique, peu importe, le fameux seuil des 10% de l'écart relatif entre le VIX et sa moyenne mobile à 10 séances est un seuil, qui donne un signal très intéressant. Regardez si on superpose à cela le VIX, à cela le S&P, ou même le DAX. On va superposer le DAX pour changer. Voilà, donc c'est cette borne. Regardez un petit peu. Je vais pas tous les faire, hein. Voilà, je vais faire que cela. Mais bien évidemment, ce signal fonctionne beaucoup mieux sur le S&P, sur les marchés américains, puisque vous savez que bien le VIX, c'est la volatilité implicite des actions, des 505 actions cotées dans le S&P 500. Ouais, et vous voyez que, bon, sur le DAX, c'est moyen. C'est vrai que c'est pas un excellent exemple. Je vais plutôt mettre du coup le S&P 500, parce que sinon, certains ne vont pas bien aimer cette stratégie. Donc vous voyez que là, on a tracé 5 signaux. Bon, celui-là a été plutôt moyen. Ensuite, nous avions celui-là qui était plutôt bon. Celui-là également. Celui-là, bon, ça avait duré 1 ou 2 jours. Et là, vous voyez que le dernier, 26 décembre, eh bien depuis, on a quand même une hausse. Et donc voilà. Donc vous voyez que le signal a été, on n'a pas de nouveau signal, mais on a toujours eu le signal du 26 décembre. Il est toujours valide, hein. Il est toujours valide. L'un des arguments qui pourraient nous permettre de prendre des bénéfices après être rentré grâce à ce signal, c'est si le disparity index croise à la hausse moins 5%. S'il croise à la hausse moins 5%, donc on va le mettre moins 5. Ah bah ça avait été donné le 3 janvier. Donc on avait eu un signal le 3 janvier. Mais pour ceux qui n'ont pas pris les bénéfices, eh bien le 3 janvier, ou même avant ou après, eh bien vous pouvez en prendre si cette courbe croise à la hausse moins 5. Maintenant, ce signal, il est un petit peu moins fiable, enfin il est un petit peu moins qualitatif que ce signal d'entrée. Voilà, le signal de sortie de cette stratégie est, je trouve, moins bon que le signal d'entrée. Donc si vous avez une meilleure stratégie pour sortir du S&P 500 au bon moment, n'hésitez pas à la partager. Maintenant, voilà, il y a cette borne de moins 5% qui existe, qui permet également de sortir du S&P. Alors, pas au sommet, parce que voilà, ça serait le Graal, mais en tout cas, c'est ce que tente de faire cette bande des moins 5%. Alors, je regarde un petit peu vos questions. Bon, il n'y a pas de questions. Alors, risque récession CAC 3800, nous dit Brice. Alors, regardons cela. Donc, CAC
3800 en cas de récession. Récession de l'économie américaine, vous dites, ou récession de l'économie française. Alors s'il y a une récession de l'économie française, c'est pas ça, je ne pense pas que ce soit ça qui va créer un crack sur le CAC, hein. Encore une fois, les marchés actions, c'est quoi? C'est honnêtement, c'est ni plus ni moins que les États-Unis, hein. D'accord? Tous les marchés actions, quasiment, sont à l'image du S&P 500. Maintenant, voilà, on a vraiment, après, on a quelques différences, ce qui est tout à fait normal, sur les indices européens. On va avoir tout l'impact, enfin, toutes les influences de l'économie américaine, en plus de l'économie européenne. D'accord? Ce qui n'est pas le cas forcément des indices américains. Les indices américains sont beaucoup influencés par l'économie américaine. Mais si vous regardez, le CAC est beaucoup influencé par l'économie américaine. Or, le S&P n'est pas vraiment influencé par l'économie française, hein. Soyons clairs. Donc voilà. Donc S&P, alors CAC, vous voyez qu'on a eu un beau rebond en weekly, beau rebond en bas du canal. J'ai écrit le guide, hein, de trading sur les prévisions indices et voilà, c'était vraiment la condition. Si on clôturait en dessous, ça ouvrait la voie aux 4000 points. Tant qu'on est dans ce canal, voilà, la tendance elle est relativement claire d'un point de vue technique, je parle bien en tout cas. Euh, Tant qu'on est dans ce canal et en dessous, c'est assez propre. C'est-à-dire que voilà, techniquement, c'est difficile d'être baissier en voyant ce canal, bien évidemment. Maintenant, RSI toujours baissier, on n'a pas de rebond, on n'a pas de divergence, donc on a toujours un momentum qui se dégrade, et ça pourrait empêcher le rebond. Donc pour un moment, voilà, il y a une possibilité de rebond à court terme. Maintenant, on n'a pas suffisamment d'arguments qui viennent nous rassurer sur ce plan. Voilà. Mais en tout cas, si on a une récession américaine, 3008, oui, ça sera vu. 3008, 4000 en tout cas, 4000, ça sera clairement possible de voir ce niveau. D'ailleurs, si on prend cette vague, vous voyez, du point bas de 2016 pardon, au point haut de 2018, on a retracé 61%, vous voyez, 61% de cette tendance haussière. 61% de cette tendance haussière. Et si on a une récession américaine, on peut s'attendre à une correction, disons, de 50% du CAC, de tout le CAC. Donc 50%, on va faire ça de tête, hein. On a fait un point haut à 5657. 5657 divisé par 2. Alors de tête, ça fait du 2800. 2800. Oui, c'est ça, 2800. Je me trompe pas. Donc voilà, si on a une récession américaine, on pourrait chercher beaucoup plus bas que les 4000, hein. On pourrait chercher les 3000 points. Alors mon avis sur l'IBEX. Bon, l'IBEX est dans une tendance baissière. Maintenant, on a une belle oblique ici en hebdo, vous voyez. On a une très belle oblique, donc là, ça va être particulièrement important. Vous constaterez que la plupart des indices européens sont sur des obliques majeures. L'IBEX, on a vu le CAC. Regardons le FTSE. FTSE, vous voyez qu'on est proche de cette oblique. Au niveau du MIB, bon, le MIB également, ce qui est particulièrement surprenant. Vous voyez, le MIB, bon, nous y sommes proches. Au niveau du S&P à long terme, pareil, regardez. On a une oblique, celle-ci à 3 points de contact. 1, 2, 3. 3 points de contact. Et on s'y est approché. Donc on pourrait retourner sur cette oblique avant d'avoir un rebond, puisqu'on n'y a pas encore testé cette oblique. Et en plus, on n'a pas fini l'objectif. Alors on a presque atteint l'objectif de l'épaule, tête-épaule, mais on n'y a pas fini, on n'a pas complété cette pattern. Donc c'est possible qu'on vienne chercher du coup l'objectif à 2267 et donc l'oblique haussière qui vient chercher tous les points bas, tous les creux depuis eh bien la crise des subprimes. Donc l'IBEX, écoutez, perspective haussière de par la configuration technique. Maintenant, je n'anticipe pas un rallye haussier. Encore une fois, la condition pour avoir un rallye haussier sur les marchés actions, faut qu'on ait une amélioration sur le plan politique, sur soit le Brexit, soit et surtout, je dirais, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Si on a un accord, ça justifierait un retour des capitaux. Voilà, ça justifierait un regain d'appétit au risque vraiment sur du long terme. Mais c'est pas quelques chiffres macroéconomiques qui vont permettre de justifier un bull market.
Ça peut permettre d'avoir une séance positive, mais ça va pas permettre d'avoir un bull market. Si vous regardez, la plupart des bull markets, c'est généré par des événements politiques. On a eu l'élection de Trump. Alors après, voilà, on est pour, on est contre, mais si vous regardez, élection de Trump, sur le CAC, ce moment-là, c'était élection italienne, vous savez, le référendum italien. Le référendum italien, ensuite, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais pas ce qu'on peut trouver d'autre. Qu'est-ce qu'on avait ici en janvier 2015? Alors janvier 2015, je me souviens plus de ce qu'on avait. Ah si, on avait le Whatever It Takes. Donc on avait Mario Draghi avec son QE, qui lance son QE. Ou alors c'était des rumeurs à ce moment-là, je me souviens plus. Mais en tout cas, voilà, c'était le début du QE. Voilà, bull market. Donc c'est vraiment politique. C'est un facteur politique qui a de fortes chances de justifier un bull market. Et moi personnellement, les facteurs, enfin les événements politiques qui, selon moi, pourraient permettre, après il peut y en avoir des nouveaux, hein, mais c'est vraiment un accord commercial entre les États-Unis et la Chine ou un accord sur le Brexit, qui soit voté par le Parlement, etc. Enfin voilà, un soft Brexit. Mais à part cela, voilà, je pense que les indices vont avoir du mal à progresser. D'autant plus que d'un point de vue micro, encore une fois, les entreprises revoient à la baisse leurs prévisions. Et vous savez que le marché ne paye pas, n'achète pas une action ou voilà, enfin, les marchés évoluent selon les prévisions. Elles n'évoluent pas selon les faits, d'accord. On voit ce qui fait le plus bouger les actions des entreprises, c'est les forecasts, les prévisions qui sont publiées lors de la publication des résultats des entreprises. La publication des résultats des entreprises a un impact beaucoup moins important que les prévisions. Donc voilà, le fait que on ait les entreprises comme Apple qui est une société quand même assez solide, qui revoit à la baisse ses prévisions de vente d'iPhone, eh bien, ça revient à mettre en cause un petit peu tout le système, finalement, toutes les prévisions. Donc voilà au niveau des indices. Au niveau des majeurs, l'euro qui consolide, regardez en hebdo c'est un range. Il y a pas grand chose à dire sur l'euro dollar. Concrètement, support, comme vous le savez, à 1,12, 1,13, c'est le support. Après, en dessous de 1,13, on a souvent des bear traps. Si vous regardez en 4 heures, c'est assez clair. Hein. Regardez. Donc là, 1,13 pile, rebond. 1,13 rebond. Et au-dessus de 1,1450, importante probabilité d'un bull trap. Donc trap en anglais, c'est un piège, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, on parle de bull trap lorsqu'on a des fausses sorties. Et on parle d'un bear trap lorsqu'on a des fausses sorties vers le bas. Voilà. Donc voilà, un range est extrêmement difficile à trader pour ces raisons. C'est parce qu'on a dans un range, généralement, on a beaucoup de pièges. C'est pour ça qu'il faut être très prudent quand on trade les ranges. Et que c'est beaucoup plus facile, normalement, de trader les tendances. Parce que dans les tendances, il y a moins de pièges. Donc dans ces ranges, attention, je pense que c'est possible de les trader. Maintenant, attention au breakout sous 1,13 ou au-dessus de 1,1450. Ça ne veut pas dire qu'on va commencer une nouvelle tendance. Comme on le voit depuis finalement le début du range en mi-novembre, les pièges s'enchaînent. Donc voilà, en tout cas là on arrive proche du haut du range. Je pense qu'on peut venir chercher les 1,1450. Peut-être même venir chercher les 1,1472. Maintenant attention, au-dessus de ces niveaux de prix, on voit que c'était une résistance quand même à 3 reprises. Donc la probabilité d'un retournement à 1,1472, je dirais qu'il est quand même assez importante. Surtout qu'on n'a pas de facteur qui viendrait justifier un bull market sur l'euro. Hein. La situation macroéconomique en zone euro n'est pas meilleure qu'aux États-Unis, elle est même moins bonne. Et c'est juste qu'aux États-Unis, la situation macro se dégrade plus que la situation en zone euro. Il faut dire que depuis cet été, c'était la situation macroéconomique en zone euro qui se dégradait alors que celle aux États-Unis s'améliorait. Donc c'est normal que la situation macro en zone euro ne se dégrade plus puisqu'elle s'est dégradée pendant des mois. Au niveau du GBP, pas grand chose à dire. Vous savez que le GBP, moi j'évite, on arrive proche d'une importante échéance. La semaine prochaine, lundi, mardi de la semaine prochaine, nous aurons le vote des parlementaires britanniques sur le texte de divorce. Voilà. Grosse question si le Parlement va voter en faveur ou contre le texte. USD Yen,
Bon, USD Yen, le flash crash. Depuis, bon, on a eu plutôt bon sur le USD Yen. Alors, je pense que personne pouvait anticiper une baisse de cette rapidité, mais rappelez-vous, on parlait depuis plusieurs semaines d'une baisse de l'USD Yen. On avait une stratégie baissière tant que l'USD Yen évoluait sous cette oblique. Eh bien, pour le coup, ça a été plutôt bon. Maintenant, voilà, bon, la vitesse de cette baisse a été quand même impressionnante. Là, on voit techniquement c'est assez propre puisqu'on vient, l'USDN vient rebondir sur cette oblique de très long terme. Regardez, il faut se mettre en hebdo pour la voir. On a ces points de contact et on voit qu'on est venu tester celle-ci. On rebondit. Bon là, à mon avis, on va avoir une correction. Correction, on va revenir chez les 110. Ça me semble possible qu'on a cherché les 110 avant, et bien potentiellement de retourner en baisse. Voilà, donc 110 me dit François, je suis plutôt d'accord avec vous. AUDN 78 court terme, exactement. Jonas, EuroJBP, on est sur le bas du range HK dans un contexte Brexit, on peut prétendre à la continuité du range. Alors, dans un range, statistiquement, il y a plus de chances que le cours continue d'évoluer dans celui-ci. C'est pour ça que c'est très compliqué de trader un range. Donc, je dirais que oui, on est dans un range sur l'EuroJBP, il y a des chances que l'EuroJBP revienne chercher les 0,91. Voilà. Donc, 0,91, c'est pas tout le temps qu'il est atteint. Honnêtement, pour être plutôt, on va dire, sûr de prendre des bénéfices, n'allons pas chercher le plus haut. Voilà, ce seuil à 0,90, 88 est une résistance déjà assez importante. Surtout que si vous regardez les prix de clôture, finalement sont quand même de plus en plus bas. Regardez si on devait prix de clôture, ici, vous voyez que l'oblique est baissière. Peu importe quel sommet vous prenez depuis début décembre, l'oblique est baissière. Donc oui, on est dans un range, mais dans le fond, on a quand même une pression vendeuse plus importante. Vous voyez, on est dans un léger canal baissier. Donc, si vous achetez l'euro GBP vers 0,8961, pourquoi pas? Maintenant, n'allez pas chercher les 0,91. Même finalement, les 0,9057 peuvent être un objectif particulièrement intéressant. Ça va être une résistance importante. Voilà, donc EuroJBP perspective, je dirais haussière d'un point de vue technique. Philippe qui me dit, pour vous, si on casse un support ou une résistance, il faut attendre 2 bougies de validation. Peut-on évaluer un seuil en pourcentage sup ou inférieur par rapport à une résistance ou un support à surveiller par rapport à la volatilité intraday en pourcentage? Alors oui, alors Philippe, il y a énormément de possibilités. Si vous lisez les livres d'analyse technique, ce que vous dites là, c'est énuméré dans les livres d'analyse technique. C'est-à-dire pour valider un breakout, vous pouvez soit attendre quelques bougies, il y a la règle des 3 bougies. Ça existe, c'est connu. Donc soit vous attendez 2-3 bougies pour valider le breakout, soit vous établissez des seuils en pourcentage par rapport au support de résistance, c'est-à-dire vous allez attendre un breakout 1% inférieur ou 1% supérieur au seuil. Donc si vous avez une résistance, et bien pour valider le breakout, il faut que le cours évolue 1% au-dessus de la valeur de la résistance. Voilà. Donc on a également un pourcentage par rapport au support de résistance qui peut être un moyen de valider un breakout. La volatilité intraday également. Plus on a la volatilité, plus ça justifie un breakout. Voilà, il y a beaucoup de façons de le faire et il n'y a pas de meilleure façon. C'est important que vous le sachiez. Il n'y a pas de meilleure façon de valider un breakout. Je pense que ça dépend. C'est propre à chaque stratégie. Chaque stratégie aura sa préférence. Mais il n'y a pas une meilleure façon de valider un breakout. Donc c'est à vous vraiment de faire votre recherche là-dessus. Pas une recherche sur internet, mais vraiment sur vos graphiques. Regardez un petit peu sur vos graphiques ce qui semble le mieux marcher avec votre stratégie. Sinon, pour Euroyen, un avis en intraday, s'il vous plaît. Alors au passage, il y a également les volumes pour valider le breakout. Problème, les volumes ne sont pas disponibles sur le Forex, parce que vous savez que le Forex, c'est décentralisé. Ça passe pas par une place boursière. Les actions françaises, ça passe par Euronext, d'accord, que vous achetez, que ce soit un japonais, que ce soit un américain, que ce soit un australien qui achète une action française, ça passe par la bourse de Paris d'Euronext. Si vous achetez des actions Apple, ça passe par Wall Street, ça passe par le NYSE. NYSE ou Nasdaq, je me souviens plus si c'est côté au NYSE ou au Nasdaq, il me semble le Nasdaq, Apple. Bref,
Vous m'avez compris. Ça passe par un point central. Alors le Forex, c'est pas du tout le cas. Le Forex, c'est des banques qui font la liquidité. C'est plusieurs banques qui font un réseau. Et voilà, c'est l'offre et la demande. Donc c'est pour ça que c'est pas possible. C'est très compliqué d'avoir des volumes sur Forex. Disons que vous les aurez jamais, vous aurez que des estimations. Donc euro-yen en intraday. Donc déjà, je vais commencer sur du daily pour y voir un petit peu plus clair. Donc daily, on peut voir qu'on a des sommets et des creux quand même de plus en plus bas. Voilà, maintenant je pense que le yen, au vu de voilà cette analyse technique, vous voyez, yen, divergence baissière. Donc moi, ce que je m'attends réellement ces prochains jours. Alors je ne dis pas qu'il faut shorter le yen pour ces prochains mois parce que on reste dans un contexte quand même assez incertain. Donc je pense que tout ce qui est actif refuge, genre gold, yen, VIX et obligations vont s'apprécier. D'accord? Donc le yen ne va pas être délaissé. On va pas avoir un yen qui va chuter. Maintenant, à court terme, au vu de l'analyse technique du yen index, on a une belle divergence qui est validée. Je pense que ça vaut le coup de s'attendre à une correction du yen. Et donc l'euro yen a ses chances de continuer à remonter, tout comme toutes les paires en yen finalement. Toutes les paires en yen, je pense que lors des prochaines séances, cette semaine, le yen, toutes les paires en yen devraient progresser. C'est en tout cas ma prévision. C'est ma vision que j'ai du marché. Donc l'euro yen, premier objectif 124,62, puis viendra les 125, voire même les 126. Voilà. Donc c'est pas l'intraday, mais c'est voilà vraiment du swing, du très proche. En intraday, voilà, je ne saurais pas trop vous dire. Alors je pense que le yen, regardez le yen où il en est. Le yen, voilà, il baisse. Je pense que le yen devrait glisser en pied, enfin tout à droite, c'est-à-dire devrait sous-performer avec le dollar. Le dollar ne va pas s'apprécier, ne devrait pas s'apprécier au vu du taux prudent de Powell vendredi, qui devrait probablement réitérer demain lors de son discours. Donc le yen, voilà, en intraday, je pense qu'on peut revenir chercher les plus hauts de cette nuit, 123, 124 finalement. Maintenant, voilà, je pense qu'en swing, on peut venir chercher les 125 d'ici la fin de semaine. Pascal, c'était dû à quoi les bear traps de la semaine dernière sur AUD-USD, NZD, USD? Alors, AUD-USD, NZD, USD. Alors celui-là, je suppose. Alors, faut savoir que l'AUD, comme je vous l'ai dit, c'est le miroir du yen. C'est-à-dire que la devise refuge par excellence, parmi les majeurs, bien évidemment, c'est le yen. C'est la devise refuge. La devise d'appétit pour le risque par excellence, lorsque le marché est enclin au risque, c'est l'AUD qui s'apprécie généralement le plus. Donc, dès qu'on a un sell-off sur le yen, enfin un sell-off, pardon, un, un achat massif, un flash, je sais pas si on peut parler d'un flash crash sur le yen, puisque c'était pas un crash, c'était une appréciation du yen qu'on avait eu jeudi dernier. C'était pas vraiment un flash crash, parce que flash crash, ça c'est pas crasher le yen. Au contraire, il a bondi. Donc voilà. Je sais pas c'est quel mot, mais finalement sur la UD c'était l'inverse. Sur regardez nos index, regardez le yen, regardez cette mèche, regardez sur la UD. C'est la mèche opposée. Alors que sur l'euro, vous ne retrouverez pas cette mèche. Il y a eu la vol, mais il n'y a pas eu cette mèche. Sur le franc, pareil. Il y a eu la vol, mais il n'y a pas eu cette mèche. Sur le NZD, pareil. On n'a pas eu la même mèche. La UD, c'est vraiment presque un miroir. Alors il n'y a pas une corrélation négative à moins 100%, mais on a quelque chose de relativement proche. Donc, l'AUD yen, l'AUD, tous les paires en AUD, si vous regardez l'euro UD, l'AUD USD, l'AUD yen, on a eu des bear traps la semaine dernière à cause du problème de liquidité sur le yen qu'il y a eu jeudi dernier. Parce que l'AUD, c'est concrètement à peu près l'inverse du yen. Pourtant, la pente est super haussière. Alors, la pente sur quoi est super haussière? Est-ce que vous pouvez mettre un peu plus précis, s'il vous plaît? Alors, jouer la hausse euro-yen en pensant que yen va baisser un peu, c'est bien contre tendance, risqué plutôt. Alors, c'est un peu contre tendance, oui,
dans le fond, c'est un peu en contre-tendance. Maintenant, on voit qu'on a une divergence baissière sur le yen. Le VIX est en baisse. Les rendements américains sont, se détendent. Donc ça, c'est des signaux en défaveur du yen. Donc oui, à moyen terme, on voit que le yen est en hausse. J'ai pas dit qu'il fallait shorter le yen sur du moyen long terme. Je ne l'ai pas dit. Je pense que le yen a des chances de baisser, de sous-performer cette semaine. La pente super baissière plutôt euro-yen, je veux dire. Oui, voilà. Donc c'est pour ça que je n'anticipe pas de rebond majeur sur l'euro-yen. Je pense pas que l'euro-yen, je pense pas que l'euro-yen aille rechercher les 130. Vous voyez, on a quand même, une pente super baissière. On a eu simplement cette bougie. Et cette bougie, c'était, voilà, c'était le fameux événement qu'on a eu sur le yen qui s'est apprécié énormément. Mais sinon, si on oublie ce chandelier, vous voyez que on n'avait pas une pente non plus super baissière. Donc voilà, je pense qu'on va revenir à 125. Maintenant, je n'anticipe pas du tout un rebond jusqu'à 135. Hein. Et enfin, on va terminer par l'or et le pétrole. Voilà, l'or, bon, nul besoin de vous rappeler, l'or, je suis haussier. Je pense que voilà, il y a une belle hausse de l'or. Je pense qu'on a encore un mouvement qui pourrait se développer. Pas pour le moment, puisqu'encore une fois, il faut garder vraiment une vision globale des marchés. On a des marchés actions qui s'apprécient. On a un VIX, je parle bien à court terme, hein, je parle bien sur ces dernières séances. Hein. On a un VIX qui est en baisse. On a un yen qui commence à montrer des signes de faiblesse. On a un franc qui est en baisse. Donc, plutôt appétit pour le risque. Donc le moteur qui pourrait justifier un rebond de l'or, ça va pas être la version, ça va simplement être la baisse du dollar. Si on a une poursuite de la baisse du dollar, ça va continuer à justifier l'achat de l'or. Et c'est pour cela que finalement l'or, ça fait des semaines que je vous ai dit que l'or a un potentiel vraiment important puisque on est dans une période où on a un VIX au-dessus de 20. Donc dans le fond, sur du moyen long terme, tant que le VIX sera au-dessus de 20, le marché va chercher à se couvrir et donc acheter de l'or. Et en plus, on a une probabilité de baisse du dollar vraiment, je dirais, importante. Et donc, ces deux facteurs justifient une hausse importante du cours de l'or. Donc l'or, moi, je m'attends à une consolidation à très court terme. Maintenant, moyen long terme, honnêtement, la tendance me semble concrètement intacte, c'est-à-dire qu'elle est haussière, mais je pense on doit avoir une respiration de ce momentum. Vous voyez on a quand même testé, on a eu un RSI à 78, hein, ce qui est rare, hein, ce qui est très très rare. Regardez, RSI 78. Ouais, là, ce n'était pas 78. C'est un plus haut depuis. Finalement, c'est un plus haut depuis, vous voyez, février 2016. Février 2016. Donc, c'est normal qu'on ait une respiration du momentum. Je pense qu'on peut s'attendre, disons, à une correction, vous voyez, de ce mouvement, on va dire au moins 38%. 38 à 50. Donc, 1259, 1247. 1247 sera un niveau de prix vraiment très intéressant pour passer à l'achat. Donc voilà, l'or, je suis plutôt neutre, voire même plutôt négatif sur du court moyen terme. Mais voilà, à long terme, disons pour les prochaines semaines, prochains mois, je pense que l'or a toutes ses chances de revenir chercher son plus haut d'un an, c'est-à-dire vers les 1350, 1370. Au niveau du pétrole, bon, on a un rebond, ce qui est bénéfique pour le CAD. Alors j'ai oublié le CAD, pardon. Donc hausse du pétrole, donc hausse du CAD. Le pétrole, alors là le brut WTI qui teste 50 $ à peu près, qui était son plus bas, vous voyez, de novembre. On a une divergence haussière. Si le RSI passe au-dessus de 50, ce sera un argument en faveur d'un rebond, d'une poursuite du rebond. Si le chandelier journalier clôture au-dessus de 50, ce sera également un argument en faveur d'un rebond jusqu'à 55 $. Donc là, on est sur un niveau très important aujourd'hui. Demain, ça devrait être très important pour le RSI et pour le prix. Au niveau du Brent, pareil. Alors le Brent dépasse ce matin, il n'a pas clôturé, mais il dépasse ce matin son plus bas de novembre et le RSI teste 50. Donc si on a ces deux signaux, si on a le RSI qui est autour de 50 et le prix au-dessus de 57,85, ça sera deux signaux haussiers en faveur d'une poursuite du rebond jusqu'à 63,75 et donc hausse du CAD, puisque qui dit hausse du pétrole dit hausse du CAD, et donc le CAD, USD CAD, vous voyez qui teste cette oblique, ça pourrait baisser davantage. CAD Yen, ça peut être extrêmement intéressant. Ça peut être le trade de la semaine avec la UD Yen. Hein. Donc CAD Yen, voilà, baissier. Donc voilà, CAD Yen
ça y est, c'est fait. Alors, on est cherché beaucoup plus bas que ce que je pensais, hein. Rappelez-vous qu'à Dienne, j'avais un objectif à 82,17. J'avais ouvert la voie au 80,50, mais là, bon, de toute façon, ce qu'on a connu sur le yen la semaine dernière, personne ne pouvait l'anticiper. C'était un problème de liquidité mondiale. Donc voilà, personne ne pouvait l'anticiper. Donc là, on a un rebond. Je pense que voilà, CAD-Yen, cette semaine, on peut clairement, enfin d'ici la fin de semaine, on peut clairement venir chercher les 82,17, voire même 83. En tout cas, je pense qu'on a beaucoup de chances qu'on ait une hausse du CAD-Yen parce qu'on a un rebond du pétrole et parce qu'on a une baisse du yen qu'on peut également voir avec la baisse du VIX, avec la baisse du franc, avec le rebond du rendement du 10 ans US. Bref, voilà, on a de l'appétit pour risque, il semblerait en ce début de semaine, depuis vendredi, et donc ce qui justifie un achat du CAD-Yen ou même un achat de l'AUD-Yen. Donc CAD-Yen et AUD-Yen sont pour moi deux paires qui me semblent extrêmement intéressantes à l'achat pour cette semaine. En tout cas, c'est ma vision du marché, c'est mes prévisions. Et voilà, je vais vous quitter sur ces propos. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour mon prochain point de marché.